Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah. Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin. Bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier. Mais comme dirait Sly, Tous les gros ont de gros mollets, mais j'ajouterais à ça sourd, aveugle, sénile, amnésique. t'es tellement fin. Vas-y. Ben, je peux pas avoir le moral d'un talon. Amnésique, qu'est-ce qu'il faut que tu dises quand je dis à chaque fois, je dis amnésique? Je dis ce que je veux dire, c'est mon podcast. Tu veux Amnésie, que je dise mesdames, messieurs. amnésie, mesdames, messieurs. Oui. C'est ça. Et là, Comment pour tu ceux vas? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va correct. Il y a des journées meilleures que d'autres. Ben oui. C'est ça la vie. Ben, t'as aimé notre Euh, voyage à Vegas? ben, je sais pas. Je suis pas encore parti. Ben Fait non, que, on enregistre l'émission. je sais après. qu'on enregistre. L'émission est diffusée le 16, cette Bon. émission-là. Donc, on peut faire à semblant qu'on est revenu. Mais on l'enregistre avant. Pourquoi? Parce que, vu qu'on revient le 16, on n'a pas le temps de tout monter et de vous faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'épisode 149 sera diffusé mardi prochain. Et là, ça sera vraiment un tour culturel, touristique et de lutte. Ouais, hey, tu brises pas la magie tant que ça, toi, Blondin, hein? Wow! Hey, comme dirait l'autre, Hey, même bravo, là, Marc! ceux qui pensent que le Père Noël est vrai, là, c'est ça. Fais-moi là un petit bout du Père Noël des pauvres. Ho, 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 ho. Est-ce que tu as été gentil, mon petit Handsome GF, cette année? Je sais que tu te promènes beaucoup là, avec ton chandail molleton. L'es-tu ici? Ben oui, chandail Coors Light. Comment tu Hier, ma Coors Light aujourd'hui? Hier tu étais aussi habillé, ben, peut-être c'est la même affaire que toi, regarde moi. Non, Moi, hier, c'est- j'avais une. Oh, le Simmania 2. Non, pas Simmania 2. Tire, 5 crème, qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est des bottes de lutte. Ah, Simmania Bot. Non, Simmania. j'étais en service au Centre Bell dans la loge, donc j'étais là avec des clients. J'apportais une belle blouse Coors Light avec un magnifique veston pour agencer le tout. Hey! Faire sa part, comme tu l'as dit, on va en parler de notre voyage la semaine prochaine au podcast. Ouais. Cette semaine, on leur parle du déclin de la WCW. Oui, écoute, premièrement, il y a tellement de livres et j'en profite pour remercier. J'ai reçu ça en cadeau à Noël OK? de l'ami Benoît Bornet, qui sera un de nos invités. Salut, C'est sûrement à vraiment l'écoute. spécial. C'est un livre où des personnes disent qu'ils auraient pu faire eux autres pour sauver la compagnie. Tu sais, fait que c'est spécial. Écoute, ce qui est le fun, ben, pas le fun. Il n'y a pas de numéro de page. Fait que Ah, faut pas. Mais c'est écrit par qui tout ça, là? Le par fin filé qui aurait... Craig W. Atkinson. Mais déjà, je n'ai lu à peu près 25%. C'est très bon. Il y a lui, The Death of WCW par R.D. Reynolds. Et il y a Ouais. bien sûr Nitro, la Bible
écrit par Guy Evans, je me sens. Ouais, Guy Evans s'appelle Guy, là, dans le fond, on Guy l'appelle Evans, Guy. oui, Guy, on l'appelle Guy. Fait que, tu sais, c'est le déclin qui a mené à la mort de la WCW et que Vince a ramassé pour des peanuts. Ouais, Euh, c'est, c'est dur à comprendre. Puis d'un autre côté, il y a eu une multitude d'erreurs qui ont été faites. Multitude, je ne sais même pas si le mot est assez grand. C'est ouais. incroyable le nombre de gaffes qu'ils ont fait. Nous, on était là, le tourneur et moi. On n'a pas vu que. Et tantôt, tu m'as dit comment se fait que Michel Ben ne fait oui. pas partie. Euh, Tu sais, moi, je suis amnésique, mais le tourneur, il est x4 amnésique. Fait que lui, il n'a aucun souvenir à part de l'argent qu'il recevait. Tu sais, nous autres, on se souvient qu'on voyait des choses. Là, je parle pour lui et moi. Tu sais, exemple, quand on voyait Michael Buffer qui venait présenter une finale puis il était payé un chiffre astronomique, on Ouais, voyait beaucoup trop cher pour des juste une finale, là. erreurs, on voyait plein de. Puis ça, on en a parlé, on va en parler plus tard avec des invités, là. Mais tu sais, quand tu as trop de lutteurs, puis les dépenses qui viennent avec ça, les Non, gars mais que tu tu ne sais, vois pas lutter. tu m'ouvres la parenthèse. Tu as conté l'histoire dans un podcast précédent que tu avais été engagé pour faire la version anglophone pour l'Europe. Ouais, Mais eux, il y avait déjà une ouais, dizaine déjà de commentateurs anglophones qui auraient pu faire ça, puis ouais. ils ont dépensé de l'argent de plus pour vous prendre, vous autres. Fait que, tu sais, ils semblaient garocher l'argent par les fenêtres, Et puis pas, il pas savoir semblait, compter. il garochait. C'est ça, puis ça les a rattrapés, là, parce que... Oui, parce que ça rentrait. Ça Ouais, rentrait, ça rentrait, ça rentrait, ça sortait. À un moment donné, quand ça a commencé à pu rentrer, parce que les erreurs puis le monde décrochait, tu sais, il y en a eu. Là. On va laisser nos. À moins que toi, tu aies des souvenirs, là, mais on va laisser nos invités nous en parler. Là. ben oui, mais au menu qui on a cette semaine, Marc? Écoute, on a Bertrand Hébert qui nous fait, le professeur qui vient nous rentrer là-dedans là, un peu là, ce qui est arrivé dans le déclin. On a Benoît Bornet qui est un des premiers à lever la main parce que, il déteste Hogan à s'en confesser. Et il a cru jusqu'au dernier souffle que c'était pour sauver, que Ouais. c'était pour repartir. Parce qu'à Euh, la fin, là, pour la petite histoire, Eric Bischoff avait essayé d'acheter ouais, WCW. Quand il s'est rendu compte que le deal télé ne suivait pas, c'est il a ça. dit, je peux pas embarquer là-dedans, ça vaut rien, Non, dans le fond. c'est ça, c'est ça. Et puis, David Jouan, lui, Oui, il est de la génération où il suivait ça beaucoup. Alors, et vu que c'est un maniaque, il se souvient de ces erreurs-là, parce que c'est le mot erreur, ben, peut-être même gaffe qu'on pourrait oui. utiliser. Et on a Mathieu Lavigne, Lave, Oh, qui il est revient de avec retour. un top, genre de top 5, mais des plus graves erreurs selon lui. Puis c'est plate qu'on parle juste d'erreurs parce que c'est, bon, juste une minute, c'est mon fils qui m'appelle, fait que je le Ah. rappellerai. Hey, les joies du direct. Oui, exactement, Diffusées surtout plus qu'on tard. t'a enregistré. Voilà. Mais c'est ça, tu sais, c'était. Il y a eu tellement des années, quand on est arrivé, c'était l'euphorie, puis, tu sais, le déclin qui suit. Fait que je pense que dans le monde de la lutte, tous ceux qui ont 40 ans et plus, je peux me Oui. tromper, là, mais toi, tu es autour de 40. 43, pour être précis. Puis WCW, tu as Ah, vécu ça. c'est dans mes grosses années de lutte que Ah, c'est j'écoutais ça. le lundi soir Raw, puis c'était le mardi Nitro à TSN. Après Ouais. ça, tu avais Thunder, tu avais SmackDown. Il y a beaucoup de luttes à ce moment-là, là. C'est ça, c'est C'était ça. mes grosses années. Mais, tu sais, tout le monde peut avoir sa petite idée. C'est pour ça que moi, j'ai lu beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour Eric Bischoff aujourd'hui. Ouais. J'en avais moins dans le temps. Mais je pense qu'il sait les erreurs qui ont été faites. Fait que si tu veux bien, on part ça. On va y aller avec les deux premiers. Bertrand Hébert, le professeur, suivi de Benoît Bornet, on va dire officier, mais c'est pas un officier, notre militaire, Oui. le soldat du CIM qui vient de revenir en Alberta. Alors, on les écoute back-à-back, Bertrand Hébert et Benoît Bornet. Alors, on est content de retrouver l'homme du bois. Ça se peut pas, une barbe de même, mon Bird. C'est quoi cette affaire-là?
C'est la barque des séries, comme tu as dit, là. Grizzly Adams. Oui, exact. Le professeur est avec nous et on va en profiter de souhaiter une belle année 2024, mon cher Robert. Je vais profiter de l'occasion pour te demander, tu es allé voir, j'ai vu, tu es allé voir le film que je n'ai pas vu encore sur l'histoire de la famille Von Erich. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben oui, moi j'ai adoré le film parce que c'est une histoire de lutte qui est importante, c'est une histoire qui est tragique. C'est une histoire aussi sur comment gérer les tragédies, comment quand tu les gères pas, que ça devient une espèce de tourbillon qui enveloppe puis qui détruit une famille littéralement. Les acteurs sont bons. C'est sûr qu'au niveau historique, on a condensé, on a combiné, on a coupé on a coupé un des frères Von Erich Ouais. de l'histoire. Le plus jeune, Chris, ne fait pas partie de l'histoire. Le réalisateur raconte que pour finalement faire approuver son financement, il a dû couper une des tragédies parce que tout le monde trouvait que c'était trop, OK. le film serait pas capable de passer comme film parce que ça serait trop dur, trop triste et effectivement, même dans son état actuel, le film est quand même assez difficile. Ben, Il y avait c'est sûr. plusieurs jeunes quand même dans la salle qui se sont exclamés au fur et à mesure de surprise face aux diverses tragédies qui affectaient la famille une par derrière l'autre. Là. Donc, moi, je trouve que c'est un film qui est important, qui aurait pu être mieux, qui aurait peut-être été mieux servi par une série de 6 épisodes sur Netflix. Hmm. Mais c'est une magnifique histoire. Zac Efron est excellent. Et McConnelly, qui joue le Fritz Von Erich, est incroyable. Il est pareil. Là. Mais bon, moi, je le recommande à l'amateur de lutte qui connaît un peu la famille Von Erich, qui va en savoir plus. Puis je le recommande quand même. Tous les gens qui ne connaissaient pas l'histoire à date, c'est très positif pour eux parce que c'est tout à fait nouveau. Et cette histoire-là, là, si on met un timeline dedans, c'est quoi, les années 80? C'est les années 80 principalement, parce que c'est là que les Von Erich vont devenir des méga stars à Dallas. Pour vous donner une idée de perspective, durant cette courte période de temps-là à Dallas, les Von Erich, c'était comme Elvis. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la meilleure, c'est la meilleure analogie. Je m'en Durant, allais te demander si c'était comparable aux Rougeaux ici. On n'est pas dans la même C'était ligue. plus que les Rougeaux. C'était plus que les Rougeaux à Dallas durant ces années-là. Ça a été de moins longue durée. Les gens ont toujours un fondness, qu'ils me disent en anglais, un attachement au Von Erich. Mais à cette époque-là, les frères étaient des pop stars, des méga Ah, stars. ouais. Wow. Les filles se battaient pour tenter de leur toucher, les embrasser, Eh, boy. leur envoyer leurs sous-vêtements, etc. Ah, ouais. Moi Ouais, aussi, j'en ai reçu, là, mais c'était comme des parachutes. ouais, non, Ouais. c'est ça. C'était ton lavage qui revenait. Ouais. Oh, elle est bonne, celle-là. Bertrand, on a perdu un heel qui est décédé récemment. On n'en a pas parlé. Tu es t'es le premier à qui on en jase, Killer Khan, que je me Ben oui, souviens d'avoir présenté. Ben oui, Keller Khan, ben oui, effectivement, c'est ton époque de WWE, juste avant sa retraite, en fait. De son vrai nom, Masashi Ozawa, est décédé à 83 ans le 29 décembre dernier au Japon. Il avait d'abord commencé sous son vrai nom, puis en Amérique, on l'a transformé de japonais en terreur de la Mongolie. Mhm. Keller Khan, Genghis Khan, on fait le lien rapidement, là, si on y pense. Va être un gros monsieur, un gros bonhomme, et va connaître son moment de gloire au début des années 80 avec une rivalité avec le géant Ferry. Rivalité qui va être décuplée par le fait qu'André va se briser la cheville en dehors du ring par accident. Et on va blâmer un combat avec Keller Khan et on va mettre le blâme de la blessure sur le dos de Keller Khan. Ce qui fait que quand André va revenir, ben, ça va donner la rivalité la plus courue, même la rivalité de l'année
à ce moment-là, en 81. Donc, c'est vraiment là qu'il fait son nom, puis sa réputation. Et il en donnait d'ailleurs, tout le crédit à André, là, parce que, bon, sa réputation est basée sur cette blessure-là. Et bon, il va lutter à Stampede, à Mid-South, à World Class, pour parler des Von Erich tantôt. Mhm. Donc, va faire un retour en 87 à la WWE. C'est là que les gens vont peut-être se souvenir plus de lui. Mhm. Là, il y avait vraiment là, le chapeau spécial à la Genesis Con. Il y avait Mr. Fuji comme gérant. Il va connaître une rivalité, entre autres, avec Outback Jack. On s'entend qu'il n'y a rien à écrire à personne avec ça. Par contre, il va quand même, sur les house shows, va avoir une courte rivalité là aussi avec Hulk Hogan. Si ma mémoire est fidèle, il avait lancé lui, comme tout bon japonais, il avait lancé Le le mist. nuage de couleur verte dans la figure de Hulk Hogan, conduisant donc à cette run-là. Il va prendre sa retraite après ça. Ça va terminer la lutte pour lui, va devenir propriétaire de plusieurs bars, plusieurs restaurants au Japon, va avoir une carrière là, dans ça très, très beaucoup de succès. Était souvent même le chef cuisinier, puis tout ça. Wow. Et il est mort au travail. Il a fait une dissection aortique. Donc, c'est l'aorte du cœur là, qui se sépare. Il était au travail, il est tombé au travail à 83 ans, le monsieur. Malheureusement, c'est le cercle de la vie qui va ainsi. Il laisse dans le deuil une femme et 3 enfants qui sont tous américains. Ah ouais, Donc, les relations à longue distance, apparemment, étaient sa force. c'est sûr. Et ben voilà, c'est un peu ça que Killer Khan. Les gens l'ont connu un peu à Montréal. Il était venu à l'époque de la rivalité avec le géant Ferré. Il était venu alors qu'André était propriétaire de la promotion avec Varoussac. Tu parles du cercle de la vie de la WCW, World Championship Wrestling, le déclin. Écoute, on voulait en jaser avec toi. On a plusieurs intervenants qui vont te suivre. Je suis persuadé que plusieurs des points que tu vas apporter, les autres invités en apportent. Il y a tellement, tellement Je sais pas, écoute, j'ai reçu ça en cadeau. Je sais pas si tu le connais, ce livre-là. Euh, Non, lui, je le il, connais pas. ouais, il était acheté sur, c'est Benoît Bornet qui me l'a envoyé pour Noël. Craig W. Atkinson. C'est un livre, de ce que j'ai lu à date, là, que des gens amènent ce qu'eux auraient fait pour sauver, ce qui est hyper facile après que Ouais, après coup, c'est facile. c'est facile. Entre autres, là, le premier chapitre que j'ai lu, là, c'est comment épurger. C'est ça? Non, c'est ça le mot. Purger, enlever, J'ai- enlever tout ce qui est lutteur qui ne devait pas être là, puis ils ont coupé 6 millions dans la perte du 12 millions là, de, je pense, c'est 99. En tout cas, tout ça pour te Oui, dire non, que si non, tu as le goût c'est de le lire, sûr. je te l'amènerai un moment C'est donné. sûr que couper dans le gras, ça aurait pu être une solution pour du moins présenter des meilleurs chiffres Reste poli en passant. à, à Warner. Donc, je pense que ce qui est important à se rappeler là-dedans, c'est que dans la lutte, principalement, quand ça va bien, on dirait que tu peux jamais rien faire de pas correct. Peut-être 10 ans plus tard, il y a des segments, ben, tu sais, même l'Attitude Era, on aurait dit qu'à toutes les semaines, c'était des home runs dans notre Ouais. souvenir. Quand Des on grands regarde les choses chelems. aujourd'hui, c'est pas tout super bon. Mais quand ça va mal, là, c'est pire. Parce que même quand tu fais des bonnes affaires, on dirait qu'il n'y a plus rien qui va arrêter la boule qui dévale la montagne Mm, mm, mm. avant qu'elle frappe en bas. On dirait que tu n'es plus capable d'arrêter le momentum du ça va mal. Et c'est un peu ce qui a frappé la WCW au niveau créatif. Donc, ce qui a tué à la base de la WCW, c'est l'achat par Warner Et de well. la compagnie de Ted Turner. L- En achetant, puis ça enlève tout pouvoir à Ted Turner de mettre un veto sur ce qui arrive avec la compagnie. Donc, à partir de là, il faut qu'il nage avec tout le monde, puis il faut qu'il présente des rapports, puis il faut que les chiffres soient bons.
Si ça serait arrivé 2 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, ça aurait peut-être été différent. Parce qu'en 97, on va frapper le sommet là, avec le fameux build-up de Hulk contre Sting, meilleur pay-per-view, donc tout va bien. Là. À cette époque-là, Meilleur WCW, tout va bien. pay-per-view en revenu. Oui, non, c'est ça. Il y a pas de, Seulement. à ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais après ça, là, ça va devenir compliqué. Et Bischoff en parle souvent, comment que ça a changé la donne en termes de présentation puis de décision dans le processus. Parce que là, tout le monde qui était obligé de dire faut qu'on fasse avec, ont sorti le couteau. Puis là, on dit là, on part en guerre, on peut couper ça. Parce que ça a toujours été un peu considéré comme l'enfant que personne ne voulait avoir dans la compagnie, Ted Turner. Mais Ted Ouais, Turner ouais. avait dit la lutte, c'est là J'aime. pour Ouais. rester, puis that's it, Exact. parce que c'est la Exact. lutte qui avait mis au monde TBS comme station diffusée partout aux États-Unis sur le câble. Donc, on rentre dans ce moment-là. Et là, malheureusement, heureusement, ce qu'on trouve comme solution, c'est d'aller chercher le scripteur en chef à la WWE, qui était Vince Russo. Et là, faut mettre des bémols parce que le titre de scripteur en chef n'a pas vraiment jamais existé pour Vince Russo à la WWE. Oui, à cette époque, C'était Vince, dans le fond. à la fin, c'est tout le temps Vince qui décide. C'est ça. C'est ça. Et encore tout récemment, c'était encore Vince qui déchirait le script 2 minutes avant, en recevant le script le lundi au meeting, qui déchirait et disait on recommence. Donc, ça faisait tout un filtre au bout des idées de Vince Russo. Donc, si c'est lui qui faisait le format, puis c'est valable pour Pat Patterson, c'est valable pour Jim Cornette, c'est valable pour Bruce Pritchard, c'est valable pour J.J. Dillon ou tous les autres qui ont passé dans le comité qui discutaient du créatif puis qui préparaient des formats pour la télé puis des montages d'émissions. Au final, tout repassait par Vince, puis c'est Vince qui disait oui, qui disait non, puis, ou qui déchirait le scénario, puis qui repartait en neuf. Donc oui, sûrement Vince Russo a eu plein de bonnes idées, mais il y avait un certain contrôle en arrière de lui qui disait oui, non, peut-être, change ça, on refait, non. Mais il va arriver et il y a carte blanche et lui le boss. Et malheureusement, là, il va tomber dans les pires segments, un par derrière l'autre, c'est-à-dire, bon, elle est belle, la fille, on la fait lutter. Oui, mais elle ne sait pas lutter. C'est pas grave, tout le monde peut lutter, ça n'a pas d'importance. Des vignettes par-dessus vignettes backstage de choses plus ou moins intéressantes ou faisant du sens. On va tomber beaucoup dans le style soap opera. Là, il va créer, là, il y avait le Powers That Be au début, là, qui était lui, mais on ne le voyait jamais, on voyait juste les mains, puis ses goons qui venaient le voir. On va à une vitesse aussi ultra rapide, tout va vite. Il n'y a pas rien qui a le temps de S'implanter. de se planter, mais de s'enregistrer aussi. Si jamais il frappe quelque chose de bon, on est tellement rendu loin une semaine plus tard qu'on a manqué la bonne affaire, puis on n'a pas pu capitaliser là-dessus. Les shoots, puis les faux shoots, puis les... Tu sais, là, ouais. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Ça finit plus, là. Mais Bertrand, Bischoff, qui déteste Rousseau, a quand même dit que même Rousseau, à ce moment-là, n'aurait pas pu sauver. C'était déjà, la spirale était déjà partie. La spirale était déjà commencée. Là. Il aurait fallu vraiment reprendre. Je pense que de dire, OK, comment je peux couper mon roster au minimum, effectivement, c'est sûrement la première bonne chose, la première décision qui aurait dû être prise parce qu'on avait des gens qui étaient là. On se souvient que Randy Savage avait réussi à avoir un contrat à l'année pas faux, et l'année pas faux n'a même pas fait. Voyageait même pas pour aller aux événements, là. Était juste payé. Donc, c'est là-dedans là, qu'il aurait fallu s'attaquer, là, surtout quand on n'était plus protégé puis que les revenus n'étaient plus là, parce que les revenus vont chuter. Là. Parce que quand les revenus étaient là, que les salaires se payaient puis qu'il y avait un profit au bout de la ligne, il n'y a pas grand monde qui pose des questions à savoir pourquoi on paye l'année pas faux. Ouais. Mais c'est sûr que si c'est pas ça qui se passe puis que là, on se met à perdre de l'argent, ça marche pas, là. Donc... tu sais, tantôt, au début de la conversation, tu as dit
dans le monde de la lutte, mais c'est dans le monde entrepreneurial aussi, là. Tu sais, quand tout va bien, tu regardes moins les petits détails, les dépenses, puis tout, tu roules, mais quand la compagnie elle commence à mal aller, la spirale, c'est C'est pas de juste dans le sortir. monde de la lutte. C'est d'arrêter ce processus-là, que ça s'arrête, puis de pouvoir repartir. Puis c'est parce que là, et ce qui est difficile dans la lutte, c'est parce que tu perds la confiance. Là. Tu perds la Ouais. confiance de ton public. Fait que là, le monde, il ne regarde plus l'émission de télé. Mm. Fait que quand même, tu arrêtes quoi de bon? Ils le voient pas. Il y a de moins en moins de monde pour le voir. Il faut que le bouche à oreille. Puis là, on est un peu encore avant l'époque de l'Internet, comme on la connaît aujourd'hui, ou des médias sociaux. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mouvement qui peut partir tout d'un coup puis venir dire Oh, vous avez manqué telle émission, c'était vraiment bon. Nanana. C'est pas aussi fort que ça. Donc, Rousseau va faire une très courte période avant d'être remplacé par Kevin Sullivan. Et là, ça va créer un tout autre cataclysme parce que Chris Benoit était parti avec la femme de Sullivan dans un scénario inspiré d'une idée de Sullivan qui s'est transformée en réalité. Quand ça va bien, ça va bien. Et là, ça va créer le départ là, de Benoît Guerrero Malenko, qui est quand même, selon moi, un des moments clés aussi dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a perdu des joueurs importants ou des joueurs qui auraient pu être transformés en vedettes, peut-être. Là. Exact. Dans le cas de Benoît dans le cas de Benoît Guerrero, on a vu que la WWE en a fait des stars. Donc, il n'y a rien qui nous en empêche. Il y a aussi un paquet d'éléments qui rentrent en ligne de compte. John Laurinaitis est en charge des embauches et on le sait par son travail à la WWE que c'est pas c'est un gars qui a une vision très étroite de ce que doit être une vedette à la lutte. Donc, lui, quand il engageait des filles à la WWE, il regardait des catalogues de models. Puis il spottait des models dans des catalogues. Il y a une partie d'athlétisme qui vient avec la lutte. C'est la même chose, il regardait le physique. Là. Moi, je me souviens de Jindrak et O'Hare qui ont fini par aller à la WWE, mais ça a été long comme processus avant d'avoir un push. Ça a été long avant qu'ils se développent. Et à la WCW, il était déjà champion par équipe. Donc, on va excessivement rapidement dans la tentative de trouver quelqu'un et en apparence seulement, juste par leur look, on les a mis là, mais les gars sont pas prêts. C'est pas compliqué, les gars sont pas prêts. Ça leur a pris une dizaine d'années avant d'être juste passable. Imagine-toi. Fait que là, il était déjà en feature. Là, on arrive à l'époque, là, ça va être avec le retour de Rousseau, c'est le New Blood versus le Millionaire Club, là, qui est en rétrospective pas. Tu te dis, ah mon Dieu, est-ce qu'ils ont vraiment pensé que ça revirerait le vent de bord? Puis, Billy Kidman qui bat Hulk Hogan, ouais, OK, mais tabarnouche. Personne qui a acheté ça. Là, avant que tu puisses croire que Billy Kidman. Parce que ça, tu peux faire battre n'importe qui par n'importe qui. Le scénario, c'est toi qui le contrôle. Mais il y a toujours une question de crédibilité puis de vendre ça à ton public. C'est comme dans n'importe quel film. Là. Il peut arriver n'importe quoi dans un film. Là, personnage A arrive, rencontre personnage B, se déchire le vêtement, se saute dessus. Ouais, mais là, ça fait 2 minutes que le film a commencé. On peut-tu comprendre qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que tu vas regarder, mais ça ne veut pas dire que tu vas rester jusqu'à la fin du film s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. C'est un peu la même chose à la lutte. Tu peux présenter un Crash TV avec une bombe par là, un saut de la 3e corde, on se goroche d'un néon, on se pitch à travers des murs, puis on saute du toit de l'aréna, puis une fille qui arrive en bikini, une deuxième fille qui arrive en... c'est facile, là. Ouais, là tu regardes, mais ça ne veut pas dire que tu vas revenir la semaine prochaine ou que tu vas vraiment t'intéresser ou acheter des produits dérivés et tout le pataclan là, qui vient avec, là, parce que c'est cette roue-là là, qui doit s'activer ou tu as une vedette qui fait vendre des produits dérivés ou qui va te permettre d'aller chercher des licences, puis et c'est à ce moment-là là, que on va s'effondrer. Et bon, l'autre moment clé est sûrement le Bash at the Beach avec la confrontation entre Hogan et Rousseau.
Et, et avec le temps, on a su là, que à la base, il y avait une partie de cette histoire-là qui était dans le scénario, mais Rousseau a changé le scénario, a fait une entrevue où il va détruire Hulk Hogan au micro, qui n'était pas prévu, qui n'était pas approuvé par Hulk. Et bon, ça va finir par Hulk qui va ramasser de l'argent dans une poursuite contre Turner. Ouais, ouais, Et ouais. le Vince Russo qui va finir par être mis de côté à nouveau. Puis la compagnie ne va jamais vraiment s'en remettre. Je veux dire, le 26 mars 2001, c'est le simulcast Nitro Era, la WCW, après des rumeurs. Eric Bischoff a failli racheter la compagnie avec Fusion Ouais, Media, la mémoire est fidèle. ouais, Finalement, ouais. quand Turner vont canceller Nitro et Thunder, ben, ça va mettre un clou dans ce deal-là parce que T'as d'obtenir plus de les droits télé. puis l'intellectuel de la WCW sans pour autant avoir le pouvoir de la télévision pour vendre tout le produit, ben on va retirer nos billes, ce qui fait que la WWE va acheter pour une bouchée de pain les 4 actifs de la millions, je WC. pense, là. Ouais, c'est ça, puis une promesse d'achat publicitaire. Puis, euh, Ouais. donc, c'était ça. C'est la fin. Puis, je veux dire, je pense que même en le parlant à haute voix comme ça, c'est fou jusqu'à quel point la déchéance va vite, puis que tu te dis, oh mon Dieu, comment que. Écoute, au travers de ça, Vince Russo va devenir champion du monde. Ouais. David Euh, Arquette aussi. David Arquette avec Pourtant, ils ont un film à Hollywood, Ready to Rumble, avec David Arquette, qui à l'époque est quand même une grosse Ouais. vedette. Euh, et la meilleure idée qu'ils ont, c'est de mettre David Arquette champion du monde. Mm. Au niveau crédibilité, parce que c'est toujours, au niveau de la lutte, moi, selon moi, la convention que l'amateur de lutte qui regarde la lutte, c'est que c'est supposé être vrai. Tu veux y croire. Faut que tu sois capable de me faire croire que c'est vrai. C'est la même affaire. Moi, je regarde une série, Ben je passe oui, pas ben la oui. série à me dire ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ouais. C'est con. C'est donc bien niaiseux, c'est donc bien long. Tu sais, j'ai regardé un film là, voyons, hier. C'était le troisième G.I. Joe, le Snake Eye, que j'avais pas vu et que j'ai finalement vu. Et je suis donc content d'avoir sauté par-dessus quand c'est sorti parce qu'effectivement, c'est lourd, c'est pesant. Tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis bon, c'est ça. Et là, je sais pas comment j'ai fait pour faire les 2 heures. Imaginez une émission de 3 heures comme Raw ou comme Nitro ou comme Dynamite avec All Elite. Si monsieur, madame, tout le monde, l'amateur de lutte qui est accroché, on se fait souffrir, on va rester jusqu'à la fin, on va Ouais. écouter. Mais monsieur, madame, tout le monde qui tombe dessus, qui l'écoute de façon casual parce qu'ils aiment ça, parce que c'est drôle, parce qu'ils ont du plaisir, parce que Parce qu'ils sont s'ils ont plus, divertis. s'ils sont plus divertis, là, Mm, ils mm. resteront pas, là. Non, Et il y non. a un paquet de façons de les perdre. Donc, si on revient encore, moi, l'image de la boule qui descend la colline, là, c'est Indiana Jones, là, elle s'en vient, puis il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Mm. Jusqu'à temps qu'elle aille frapper le fond. Et Ouais. malheureusement, la WCW n'a pas eu le temps de toucher le fond puis de tenter de remonter. C'est ça. L'histoire est écrite, l'histoire est faite. À la WWE, on a dit que le brand était tellement rendu avec une connotation négative que même eux autres n'étaient pas capables de sauver le brand parce qu'à la base, ça devait être Nitro et Raw, mais sous l'ombrelle WWE. Mhm. Ça va durer le temps d'une expérience. La réaction que Marcus Bagwell va obtenir à une émission de Raw, son attitude backstage également, va conduire Vince McMahon à virer ça en l'alliance ici WCW contre la WWE. Et tout ça va durer, même si le pay-per-view, là, dont le nom m'échappe, combiné, va connaître beaucoup de succès, là. Le premier pay-per-view de WWE contre l'Alliance, celui avec l'affiche célèbre là, avec la moitié du visage de Vince et la moitié du visage de Shane. Ce pay-per-view-là va connaître un énorme succès.
Mais de là, on va être incapable de bâtir aucun momentum parce que si on voudrait que les WCW, ECW soient les vilains puis aient beaucoup de chaleur sur eux, on va jamais vraiment leur donner la balle parce qu'on est toujours en guerre à l'interne. Ouais, mais là, on peut pas mettre nos gars contre eux. C'est nous autres les meilleurs, c'est nous autres qui aient gagné. Donc, Ça finit à ce plus. côté-là, on s'est tiré dans le pied aussi là, pour Ouais. vraiment donner une chance à la WCW de revenir de l'arrière pour ensuite finalement être vaincu par la WWE. Mais bon, on était direct à la victoire puis on a passé outre. On l'a vu même quand on a finalement eu Triple H contre Sting à WrestleMania. Même là, on n'a pas pu mettre WCW over. On a fait gagner Triple H. Puis on est tombé rapidement dans le cliché de on a gagné la guerre. Ouais. Et non pas dans comment on peut bâtir Sting pour aller un petit peu plus loin avec Sting à ce moment-là dans le temps. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a toujours des séquelles à une guerre. Hein? La mort de WCW fait partie de ces séquelles-là, malheureusement. Tu sais, j'ai écouté Bischoff à plusieurs reprises dire que si lui avait acheté, il aurait stoppé pendant au moins 3 mois, 90 jours, il n'y aurait plus rien eu, puis il aurait rebrandé, ce qui aurait peut-être pu donner une curiosité si tu offres Ouais, un ben, bon produit, mais regarde, c'est ouais, pas non, arrivé. effectivement. Ouais, non, je me souviens, l'idée était pas mauvaise, puis il parlait de présenter là, des best-of durant ce temps-là pour bâtir potentiellement aussi des vignettes en se rapprochant de la date de retour. Tu sais, il aurait construit une anticipation, puis si au retour, il aurait pu frapper, ben au moins, il y aurait eu une base nouvelle pour en repartir. Hmm. Euh, Malheureusement, on le saura pas. Mais c'est triste pour les lutteurs parce que ça a pris des années avant que, bon, TNA a été là, a eu des bonnes années, mais d'avoir de la vraie compétition puis de permettre justement aux lutteurs de négocier des salaires puis si ça marche plus une place, d'aller à l'autre. Ça avait beaucoup de bon pour le talent parce que quand il n'y a pas de compétition, c'est difficile pour le talent C'est sûr, c'est sûr. d'avoir le meilleur deal possible. Donc, c'est là-dessus, c'est là que le pire dans tout ça, c'est ça, parce que les lutteurs avaient eu moins de place pour travailler puis moins de pouvoir de négociation. Exact, exact. Écoute, Bertrand, c'était hyper intéressant. Euh, il fallait faire cet épisode-là. Je vous le dis, là, c'est plus long que les autres, mais il y a tellement de choses à dire sur le déclin de la WCW. Merci d'avoir parti le bal. Merci également d'être venu nous donner un peu de feedback sur le décès de Killer Khan. Et on se reparle sous peu, mon cher ami. Excellent. À la prochaine. Alors, on est content de le retrouver, un soldat dans l'armée canadienne qui vient de revenir du côté de l'Alberta, sa patrie d'adoption. Et il part du Québec après 3 semaines dans le temps des fêtes. Bang, tempête de neige en Alberta, Edmonton, je pense, hein? Oui, c'est ça. Je parle de Benoît Bornet, qui est devenu maintenant un soldat du CIM. Il porte même l'uniforme aujourd'hui. Hein? Montre-nous les chandails, là. C'est ça, c'est ça. Très, très beau. Oui, merci beaucoup de l'encouragement. Et également, Benoît qui m'a envoyé un cadeau du temps des fêtes, cadeau de Noël, un livre sur la WCW qui s'appelle The Alternate Timeline Saving WCW en 1999, que j'ai commencé, Benoît, à dévorer. Malheureusement, au moment où on enregistre, je n'ai pas fini, mais je suis rendu à peu près peut-être au 25 du livre, assez pour être capable de parler encore plus de cet événement-là. Mais comme tu es devenu maintenant un habitué, ça se peut pas. J'avais jamais entendu parler de toi, là, 2, 3 mois, puis là, bang, 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 on est rendu Ah. des chums, puis on se parle souvent. Benoît, tu es allé voir Iron Claw, le film de la famille Von Erich ou Von Erich, ça dépend comment tu le nommes. Peux-tu nous en parler un peu? Parce que moi, je ne l'ai pas vu et possiblement que plusieurs des auditeurs non plus ne l'ont pas vu. Bon. Ben, sans dévoiler de spoiler, c'est un très bon film qui résume très bien la famille Von Erich.
Par contre, c'est un film. Il y a beaucoup de choses qui n'auraient dû apparaître et qui n'ont pas eu. Parce que je ne peux pas trop en parler pour ne pas trop dévoiler de spoiler. Mais une des choses qui m'a marqué, c'est qu'il manque un des frères Von Erich qui n'en parle pas. Mais on m'a dit, ah, c'est parce que les producteurs, ils ne voulaient pas mettre 3 suicides back-à-back, nanana. Puis des fois, on a tendance à penser que ça tourne juste autour de Kevin. Bon, c'est normal, Kevin, c'est le seul frère qui est encore vivant. Mais sinon, j'ai bien aimé ça. Puis tout le monde me pose la question. Puis le gars qui fait Ric Flair, ben, il était très, très, très fort, le gars. L'acteur qui a fait Ric Flair dans le film, là, chapeau. Ouais. Fait qu'est-ce que c'est un film que tu recommandes? Oui, si tu es un fan de lutte, je le recommande. Puis si tu n'es pas un fan de lutte, ben, je le recommande aussi parce que c'est là que ça nous permet de découvrir des choses qu'on ne savait pas par rapport à ce milieu-là. Puis oui, je recommande ça à tout le monde. J'ai bien hâte d'y aller. Je vais essayer de trouver un trou et me pogner un fan de lutte, un chum pour aller voir ça. Malgré que je pourrais y aller avec mon épouse aussi. Hein? Tu l'as dit toi-même, si tu n'es pas un fan de lutte, tu risques d'aimer ça pareil. Oui, effectivement. OK, je vois que tu es sans mots. Ah, Benoît, on se parle de la World Championship Wrestling, le déclin. Et c'est drôle parce que plus tard, rappelle-toi, David Jouan va être là. Et il a déjà été enregistré. Alors, on a une idée tous les deux de quoi tu vas nous parler. Mais premièrement, est-ce que tu étais un grand fan de la World Championship Wrestling ou tu as vu ça par un rétroviseur ou. J'étais un grand fan à partir du temps où ça a commencé à CF septembre 95. Je suis resté accroché jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la toute fin, j'ai cru qu'il y aurait quelque chose. J'ai cru que c'était pour survivre, c'était pour remonter comme c'était avant. Et malheureusement, ben, c'est pas arrivé, mais j'ai vraiment resté là, septembre 95, jusqu'à là, j'étais fidèle à la WCW. Et selon toi, le déclin, je sais qu'il y a à peu près 1 million de raisons, mais toi, tu vois ça comment, le déclin qui a amené à la mort ou à la vente ridicule à Vince? Eh bien, le déclin, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est quatre événements. Le premier, c'est Starrcade 97, la finale, qui a été, on peut dire, le début de la fin, parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait des qui ne marchaient pas. On a eu une année quand même pas pire en 98, quoique ça commençait à être un petit peu du réchauffé. Ensuite, l'autre événement, le fameux Finger Poke of Doom. Ça, c'était vraiment là, on voyait vraiment là, que ça s'en allait dans la pente descendante avec ça. L'année 99 a été décevante, là, c'est là qu'on a vraiment, là, on s'est rendu compte que, mon Dieu, ça s'en va où? Par la suite, on a eu le départ d'Eric Bischoff, remplacé par Vince Russo. Il y a du monde qui ont fait de la pression que Bischoff s'en aille de son poste. Il y a quelqu'un qui a pris sa place. Je pense que c'était Bill Bush. Puis Bill Bush, il appelait Eric Bischoff. Hey, Eric, tu sais, ta job, c'est quoi? Il faut que je fasse dans telle situation, telle situation. Ouais, c'est assez ridicule. Et finalement, ridicule. Et finalement, l'événement qui a vraiment été, sans nécessairement être, qui était vraiment on peut dire, c'était sur le respirateur artificiel. C'était le départ des Radicals, là, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Malenko, puis Saturn. On a eu Jericho qui était parti pas longtemps avant. Ça, c'était c'était vraiment c'était le début de la fin, puis vraiment, vraiment à partir de ce moment-là, là, respirateur artificiel. Dis-moi, je suis surpris dans tout ce que tu as mentionné. Tu n'as pas mentionné le nom de Hulk Hogan, un de tes amis. Ah, un de mes amis, oui. Ben écoute, c'est que moi, je t'ai résumé les 4 points qui ont fait qui est vraiment majeurs. Il y en a d'autres, il y a des sous-points mineurs, on peut dire, comme Hulk Hogan avec son contrôle créatif, Kevin Nash qui devient Booker, la finale d'Halloween Havoc 98. Mais parle-moi, je veux que tu me parles, je veux te faire choquer un peu. Là. Okay. Parle-moi de Hulk Hogan. Moi, j'ai l'impression que quand il est arrivé, c'est un peu comme si on avait signé un contrat avec le diable. Tu peux nous amener ça, mais je te donne le contrôle créatif. C'est sûr qu'à un moment donné, ça te revient dans le front. Et Benoît, excuse de te couper. La première raison que tu nous as donnée, Starrcade.
c'est Hogan Sting, puis ils l'ont buildé, puis ça a fait foin, foin, foin. Ouais. Ben effectivement, Hogan qui arrive, puis que c'est lui-même qui disait à Bischoff, oh, un tel, je le veux plus, un tel, je le veux plus. Puis à la place, on va signer Jim Duggan, Uncle Tonkman, Beefcake, puis ce The, gang-là. the Disciple. Le Disciple, ouais. Ouais. Ça l'aide pas bien, ben. Oh non, non, brother, je change le scénario de Nitro à soir. Ça prend une autre entrevue de l'NWO. Ben, c'est parce que Terry en a déjà deux. Alors, brother, moi, j'en veux trois. OK. Faut tout recommencer à zéro. Ouais. Je veux dire, un pack avec le diable, sachant très bien qu'il n'a jamais, jamais, jamais voulu affronter Brett vraiment dans un gros match, puis laisser le titre. Ça aurait pu être le match du siècle. C'est sûr et certain qu'Hogan est beaucoup, beaucoup à blâmer là-dessus. Là. Puis Bischoff, ben lui, excuse-moi, là, comme je l'ai souvent dit, c'est sa marionnette. Ouais, ben tu vois, c'est sûr que, et j'en parle plus tard dans l'épisode, moi j'ai un énorme respect pour Eric Bischoff d'aujourd'hui. Je n'ai moins dans le temps de la WCW parce que, écoute, moi j'ai déjà été une tête enflée, là, mais à comparer de lui, là, c'était rien. Il y avait un ego, c'était incroyable. Mais c'est intéressant. C'est le fun d'en parler pour, tu sais, moi je suis un petit promoteur avec Simmania, mais pour peut-être que tous ceux qui sont dans le monde de la lutte comprennent quoi ne pas faire. Et entre autres, tu viens de le dire, je pense que Bischoff aurait été mieux de ne pas être si proche, si ami, parce qu'il était vraiment ami avec Hogan. Quand tu es ami avec quelqu'un qui a un poste si important, ben, c'est pas une des meilleures choses à faire. Mais Ah. le livre, est-ce qu'il se trouve sur Amazon, le livre que tu m'as offert? C'est sur Amazon que je l'ai acheté, ce livre-là. OK, parfait. J'ai posté il y a quelques semaines un épisode où les deux sont là. Hardy Reynolds qui a écrit The Death of WCW. Oui. Pour ceux qui sont sur YouTube, là, je montre des images. Et il y a aussi lui là, qui est Nitro. Là, ça, c'est une Bible. Là. Oui, puis il y a l'autre aussi. Ils ont fait un remake du Dead of WCW, là. C'est Oui. le fun parce que, oui, ils ont fait le remake. Ben oui, mais ils ont fait une deuxième version. Puis c'est marqué, il y a une partie, mettons, oui, il parle de quelque chose, parce qu'on n'a pas appris la leçon. Puis il y a un dernier chapitre dans le livre, le remake, qui dit, il parle vraiment, là, il parle de TNA, qui est vraiment une WCW 2.0 avec tous les points en commun, puis tout. Puis ça vaut la peine d'acheter l'autre livre, le remake. Tu me fais encore dépenser. Là. Incroyable, incroyable. Écoute, Benoît, c'était le fun qu'on se découvre en 2023, en tout cas pour moi. On s'est découvert en 2023. OK, oui, c'est vrai, excuse. Okay. Et on va sûrement se reparler pour d'autres sujets parce que c'est toujours intéressant. On s'excuse pour les petits problèmes techniques, même je suis certain que notre ami David Jouan va passer des heures et des heures pour enlever les petits plans, mais ça, qu'est-ce que tu veux? J'espère que tu t'excuseras envers David. Le don joueur des pauvres. Le joueur des pauvres. Fait qu'écoute, passe une belle année. On est encore tôt dans l'année, alors passe une belle année 2024. Et on se reparle sous peu, mon cher ami. Merci encore pour le cadeau. Ça fait plaisir, Marc. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, Marc, tu as eu la chance de t'entretenir avec le don Juan des pauvres, David Jouan, ainsi qu'avec Mathieu Lavigne. Oui, et pour David Jouan, j'ai été surpris parce qu'à un moment donné, il me dit « As-tu des nouvelles de Michel Le Tourneur? » J'ai dit, garde, je l'ai relancé, il me dit qu'il me revient, puis, tu sais, je suis certain, j'ai vu Michel il y a quelques semaines, puis, tu sais, je suis certain qu'il se dit, m'a dit quoi, tu sais, et j'ai été surpris que David
se propose. Hein? T'as connu, ben, il dit, ben oui. Tu sais, nous autres, même de la France, vous étiez plus là, mais on suivait, c'était quelque chose de gros, c'était une grosse fédération. Ben Et oui. là, ben, comme on l'a dit tantôt, c'est le fun quand il nous arrive avec un top 5, toujours bien renseigné. Fait que aller chercher ce que lui croit. Mais dans le fond, tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde dit pourquoi, selon eux, c'est parti, c'est mort. Et tu sais, tantôt, j'ai parlé de ce livre-là. Ceux qui ne le voient pas, là, parce que YouTube, tu le vois, je vous donne le nom Craig W. Atkinson, WCW The Alternate Timeline, Saving WCW in 1999. Et Benoît me l'a offert, mais il l'a trouvé sur Amazon. Fait que ceux D'accord. qui lisent l'anglais, qui veulent voir les différentes solutions apportées, Super. Achetons local. Merci, Marc. ben, local, il n'est pas disponible ici. Je sais bien, Marc. Je sais Ah, bien. Puis ben, pour Lave, je suis très content parce que c'est quand même concept, là. Il vient faire un top 5 sur les costumes qui ont mené au déclin de la WCW. J'ai hâte d'entendre ça. il est monsieur top 5. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que si tu veux bien, on enchaîne avec les deux. Je te laisse les présenter. Alors, sans plus tarder, on débute ce bloc d'interview avec le Don Juan des pauvres, David Jouan. Pour parler du déclin de la WCW World Championship Wrestling, celui qui a vu sa santé décliner dans les dernières semaines, frappé de front par un 53 pieds que nous, on dit ici. Là. Tu as été frappé, toi et ta famille, par la COVID, mais solide, mon David. Oui, bonjour tout le monde. Oui, j'ai été passé à travers jusqu'à présent. Et ben, fin 2023, j'aurais chopé la Covid et ma famille aussi. Ça nous a bien séché. Et là, au moment où on enregistre, est-ce que tout le monde est sur pied? Alors, tout le monde va mieux. Après, là, ça emmène quand même beaucoup de fatigue. Mais on reprend le Ouais. bon chemin. Bon. Ça te dit quoi, toi, le déclin? On va faire un geste que tu m'as fait tantôt. Le déclin de la WCW World Championship Wrestling à partir de, ben, c'est selon, là, mais à partir de 1999, entre autres, là, ça te dit quoi? Et ben justement, on va dire la première question, c'est pour les fans, à partir de quand a eu lieu le déclin de la WCW? Et moi, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur le podcast. Pour moi, ça vient avec Starrcade 97. Ça correspond 97 à l'année de votre arrivée en Europe, sur Canal+, Ouais, en France. sur les On a, Europes. sur les Europes, en France, et en Belgique en tout cas. Et, et on va découvrir la NWO, Sting, etc. On va pas refaire l'histoire de cette grande époque. Et comme je l'avais déjà dit, j'ai l'impression qu'après Starrcade 97, ils n'avaient rien prévu. C'est-à-dire qu'il y a la montée de Sting, il y a ce fameux match contre Hogan à Starrcade 97 qui est raté, il n'y a pas d'autre mot. Il y a le fameux compte rapide de l'arbitre qui n'est pas un compte rapide. Et à partir de là, on commence déjà à être perdu parce que dès le lendemain, on commence à nous dire mais finalement, Sting n'est pas champion. Et là, à partir de là, pour moi, ça commence à être brouillon. Ouais. Ça commence à être brouillon parce que j'ai l'impression que on va avoir du mal à sortir de Hulk Hogan, de Ric Flair et compagnie. Là, il y a un moment donné, il aurait fallu passer le flambeau, ce que la fédération adverse, la WWF, a très bien fait à ce moment-là, puisqu'on a passé le flambeau à Steve Austin. Shawn Michaels a perdu le titre à WrestleMania 14 contre Steve Austin et on a lancé un peu les The Rock et compagnie. Et j'ai l'impression que la WCW a raté ce virage-là en 97. Elle va réessayer en 98, début 98, de donner le titre à Goldberg. Pour moi, ce qui fait partie d'une des grosses erreurs de la WCW, non pas de lui avoir donné le titre, mais de l'avoir fait à Nitro. On sait qu'à l'époque, ils auraient fait ça sur pay-per-view. Je pense que la fédération aurait fait des millions, des milliers de dollars de recettes avec cet événement-là. Ouais, Et là, millions, tu peux dire millions, je pense. oui, alors En tout cas, en des tout centaines de milliers. voilà, en tout cas, ça aurait été un succès certain. Déjà, quand on voit le Nitro, euh, comme le disait Bill Goldberg lors d'un reportage, ils l'ont annoncé à Thunder 4 jours après. Il y a le Nitro qui a lieu euh, avec ce match. Il y a 40 000 ou 50 000 personnes. Enfin, c'est un Nitro qui a le visuel d'un pay-per-view, clairement. Et Mais, là, en fait, mais
pour toi, est-ce que c'est. Ben, tu vas sûrement me dire oui, là. Mais cet événement-là, c'est un événement de panique. Alors pour moi, non. Non, C'est non. Tu veux dire que Goldberg prenne le titre à Hogan à non, Nitro? que ça soit Nitro. Non, pour moi, c'est justement la grosse erreur que faisait Bischoff, c'est qu'il était plus axé sur la WWF que sur son produit. Et OK. son objectif, c'était de battre la WF les lundis soirs. C'était son OK. objectif. Et encore une fois, je peux me tromper, mais pour moi, s'il fait ce match à Nitro, c'est il voit les audiences pour le lundi soir. OK. C'est C'est enfin, logique. C'est logique. pour moi, c'est cette première vision. Et on voit bien que après, les petites erreurs vont s'accumuler parce qu'on va donner le booking à Kevin Nash, qui du coup va lancer la NWO noir et rouge, va essayer de redevenir un des favoris de la foule et qui va finir par prendre le titre à Goldberg, à Starrcade Mhm. 98. Alors, Ça, c'est une autre erreur. est-ce que c'était le bon moment ou pas? Je dirais à la rigueur, tout est discutable. Par contre, Ouais. la grosse erreur, c'est dès le lendemain à Nitro de redonner le titre à Hogan avec le fameux match où Hogan le Finger finger pop Kadoom. Pas ou quelque chose Kadoom, comme une ça. affaire Voilà. de même, ouais. Bah voilà, il y a l'affrontement entre les deux. Hogan le touche juste avec le doigt et Kevin Nash tombe. 1, 2, 3. On redonne le titre à Hogan. Et là, j'ai l'impression de me retrouver comme en 97. C'est-à-dire Sting a pris le titre. Et puis dès le lendemain de cet événement, on refait un twist encore. Ou pourquoi? Allez, on repart encore avec les anciens visages. Hmm. Donc pour moi, tu vois, on est déjà bien avant 99. On a déjà ces multitudes d'erreurs. Une des autres erreurs, Bash at the Beach 98, on a Karl Malone et DDP qui font équipe contre Hulk Hogan et Dennis Rodman. Ça donne un match voilà, qui est plutôt sympa, qui fait parler dans les médias. Mhm. Bon, comme ça a marché, tout de suite derrière, à Worldwide 98, à Stardust, on fait le match avec Jay Leno, et là, c'est une purge. Mhm. C'est-à-dire qu'on a pris un filon qui a bien fonctionné, et tout de suite, on le remet derrière. On voit bien, même à Slamboree 98, Eric Bischoff qui défie Vince McMahon en lui disant Ouais. viens sur le ring. On savait très bien que Vince McMahon n'allait pas venir à la WCW, mais encore une fois, on voit bien que Bischoff était plus intéressé par ce qui se passait du côté de la WF que par son produit. Après, vous qui commentiez, je ne sais pas si déjà vous le ressentiez. Moi, je te dirais que non. Tu sais, d'ailleurs, j'ai envoyé l'invitation à Michel Le Tourneur pour participer à l'épisode. Il m'a écrit je te reviens parce que Michel est complètement débranché et je suis certain qu'il a zéro souvenir. Moi, j'en ai pas gros. Nous, on était payés et on voyait pas. On n'était pas. Je suis plus fan aujourd'hui que je l'étais à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais un job, j'avais un gros paycheck en US de WCW et honnêtement, tout allait bien. Là, c'est sûr qu'on se disait, hey, ça me semble, j'aurais pas fait ça, mais de le voir avec les yeux d'aujourd'hui, avec les termes que tu utilises, je te dirais que nous, euh, tu sais, autant comme quand il y avait Buffer qui venait, puis les rumeurs sur l'argent qu'il faisait pour présenter un main event, je parle de Michael Buffer, le Buffer, Let's hein. Get Ready to Rumble. Tu sais, on ne comprenait pas, mais j'essaie, et moi j'ai un immense, ben c'est drôle, c'est pas drôle, j'ai un immense respect pour Eric Bischoff. J'ai écouté peut-être 80% de ses podcasts 83 Weeks. J'aime comment il voit la business, tout ça. J'ai de la misère à comprendre comment cet homme si intelligent qui a réussi à amener à battre Vince pendant 83 semaines ou whatever est le chiffre, Mhm. a pu faire toutes ces erreurs-là. Lui, ce Mais, qu'il dit, c'est qu'il y avait d'autres bagarres à livrer avec AOL qui ne voulaient plus de la lutte. Fait que ouais, mais il ça, était c'était brûlé. Et déjà vers la fin, là. ouais. Mais C'est- si je me mets, et je pensais à ça plus tôt ce matin avant de. Si je me mets à sa place, tout ce que je fais génère de l'argent, ça va bien. 96, 97, là, l'argent rentre, là, tu ouvres les champlures, là, je ne sais pas si vous avez ça, vous autres, des champlures chez vous en Europe.
Ça me dit rien, mais Des fossettes, Quand tu rouvres le lavabo pour avoir de l'eau, là, tu fais quoi? Tu tournes les... les robinets, nous aussi. Robinets! Les robinets! L'argent rentrait à plein robinet. C'est vrai, des champlures. Et, tu sais, tout ce que tu fais, peu importe, l'argent rentre. À un moment Oui, donné, tu perds le... tu peux perdre le fil, mais justement, une des erreurs qu'a fait Bischoff, je pense, c'est de, entre guillemets, de joindre la NWO et de s'impliquer de plus en plus dans les histoires. Et je pense qu'ils étaient très focalisés, les bookers et compagnie, NWO. La richesse du roster de la WCW, qui a fait aussi que la WCW a explosé un moment, c'est aussi les premiers matchs qu'on avait en début de carte, les Chris Oui, Jericho, les Rey Mysterio, les les Eddie Guerrero, luchadors. les Dean Malenko, qui Mhm. livraient des matchs 5 étoiles. Et le problème, c'est qu'on s'est tellement focalisé sur les Hulk Hogan, Hall, Nash, les têtes d'affiche, que d'un seul coup, on voyait bien que les débuts de carte, je vous l'ai dit lors de l'épisode de Monday Night War, mais après coup, j'ai regardé, il n'y avait pas que vous, les autres matchs, on voit bien que les histoires, enfin, on était vraiment centralisé sur la NWO. Et, et à l'époque, encore une fois, si je transfuse à la WWF, c'était une période qui était très riche parce que même, ce que je dis souvent, même Crash Holly, qui était un jobber entre guillemets, avait des histoires et était inclus dans des storylines. Et donc là, on s'est un petit peu perdu avec ça. Ouais. Et puis, ce qui a fait le succès de donner les résultats de la WWF qui étaient enregistrés, ça a marché pendant un certain nombre de semaines. Et Mais puis, ça l'a fait mal. souviens-toi, le dernier épisode où Ouais. Nitro bat la WF, c'est quand il donne les résultats. Enfin, la première fois où il ne le bat plus, c'est quand il donne les résultats et dire que Mankind devient champion du monde. Et du Dans coup, le livre, je pense, un des livres là, que je suis en train de lire, j'ai lu le nombre de personnes, selon eux, qui avaient changé faut changer de chaîne pour voir de ça, ouais. chaîne, là. Et, Je et, et, ça- pense. et typiquement, quand Eric Bischoff est avec Harley Davidson sur le ring pour dire qu'il a battu la WWF pendant 93 semaines ou je sais plus combien, justement, le moment où il va faire ça, ça va être les derniers moments où ils vont les battre. Et, et, et là, ils vont perdre des milliers de téléspectateurs en annonçant que Mankind devient champion du monde. Le... Tout à l'heure, je parlais de 98. Je continue pendant que tu cherches le Ah, chiffre ben exact. je t'écoute, voyons. Non, mais c'est le, tu vois, l'autre 600 erreur, 000. 600 000. 600 000 lorsqu'ils ont annoncé que Mankind deviendrait Tu vois, champion. d'un coup, qui change de chaîne. On parlait de 98, les erreurs. L'autre grosse erreur, Halloween Havoc 98. Le main event qui est DDP contre Bill Goldberg. Ils vont mal gérer le temps d'antenne. Et les gens ne vont pas voir la fin du match et du coup, ils vont même être obligés de rembourser les personnes qui vont faire la réclamation Ouais. sur pay-per-view. Oui. Euh, Ça, c'est vrai, je m'en souvenais pas, mais là, tu m'allumes une lumière. les- Je me souviens et, la face qu'on avait fait. et historiquement, enfin, ça s'est même jamais revu, ça n'a jamais l'événement, c'est enfin, encore pour une fois pour ceux qui n'ont pas vu, parce que maintenant il est disponible en entier forcément, mais à l'époque pour ceux qui l'avaient acheté pendant le match, pouf, ça se coupe en disant voilà c'est bon, vous avez utilisé votre temps d'antenne, maintenant au suivant. Ouais, ouais. Et donc là, on voit bien qu'on commençait un peu à mal gérer ça. On voyait beaucoup de lutteurs avec des contrats Ah ouais, ouais. avec plusieurs chiffres qui coûtaient très très cher. L'arrivée de Vince Russo, Hmm. je regardais encore ce matin un DVD là, sur la WCW, il disait rien que l'arrivée de Vince Russo, ça a engendré un surcoût de 750 000 dollars pour la WCW pour la réalisation des shows. Et il est parti un peu dans tous les sens. On lui a donné les pleins pouvoirs. Que dire de plus, si ce n'est ce que Il j'ai y a- déjà dit la Écoute, dernière fois, le pire, donner le titre à David Arquette. ouais, ouais. D'ailleurs, je conseille sur la plateforme Pluto TV, il y a le Plutôt, reportage plutôt. Pluto TV, il y a le reportage You Cannot Kill David Arquette, où on voit, c'est un reportage sur la vie de David Arquette et comment il a vécu cette période-là, et qui a engendré aussi le déclin de sa carrière à lui aussi. OK. Et, Ah, ouais. il l'a vraiment mal vécu parce qu'en fait, on lui a reproché à lui d'être devenu champion. Et le reportage est sur le fait qu'il essaye de revenir sur le catch un peu avant la période Covid. Je conseille réellement les gens, c'est gratuit. Allez-y, allez le voir, Mais c'est vraiment intéressant. j'ai vu un combat où il y a je pense que c'est avec Nick Cage. C'est ça. Ça? Eh boy, OK, ouais. C'est dans le reportage. Mais surtout, ce qui est intéressant,
Et je l'avais pas vu de cette façon-là. C'est comment il a été traité par les lutteurs après son passage en 2000. Il y a un moment, il veut faire un festival avec des anciens catcheurs. Et il y a Brian Knobbs des Nasty Boys qui organise ça. Et il lui fait comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Alors, ouais. Et Pourtant, c'est pas lui. bah, Oui, c'est intéressant parce qu'il y a Diamond Dallas Page qui, à un moment, c'est le seul qui prend sa défense, qui disait, attendez les gars, le mec arrive, on lui dit, vous allez être champion du monde. Et qui allait dire non? Et Ben sérieusement. ouais. On va Ben dire, ouais. ceux qui sont à blâmer, c'est pas lui, c'est ceux qui lui ont donné le titre. Mais tu vois, tantôt, moi, je te parlais de Eric Bischoff. Puis je pense, et je me souviens bien le moment où je suis avec Thor, mon ami Marc Lacroix, Rick Martel, je ne sais pas si je n'ai déjà parlé, là, Michel Le Tourneur et Roddy Piper. Donc, on est ensemble. Comme de raison, Piper avait un statut, donc il n'était pas dans un vestiaire mélangé avec d'autres personnes. Il était Ouais. comme une pièce à lui, adjacent à la pièce de Bischoff. Et c'est connu que Martel et Piper étaient très proches, étaient de très, très bons amis. Donc, on discutait. J'ai cette photo-là quelque part dans mon bureau, justement. Et je te l'enverrai, puis si tu veux, tu Ouais, la on mettras la là, mettra. mais je pense qu'elle est déjà dans mon livre, toujours disponible en passant. Mais, et je vois Bischoff passer, qui nous regarde. Il nous a, les peu de fois qu'il nous a regardé, c'est avec dédain. Il était, selon moi, il avait un ego démesuré. Il avait, écoute, il est parti de rien pour devenir multimillionnaire et le gars qui a battu Vince McMahon et tout ça. Honnêtement, je pense qu'il avait la tête enflée, c'est ce qu'on dit ici. Oui, oui, Euh, oui. et quand je te dis, j'ai beaucoup de respect pour Eric Bischoff, le Eric Bischoff d'aujourd'hui, qui a les cheveux blancs, qui a mûri, qui répond à des questions. Et j'ai posté un panel il y a quelques semaines sur le groupe. C'était, ben, j'ai tellement de livres, là. Celui-ci, The Death Oui. of WCW, où il est sur le même panel que Kevin Sullivan et Hardy Reynolds qui a écrit le livre. Et tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a personne qui aurait pu sauver. Pour lui, les erreurs du Finger Poker Doom là, et tout ça, là, OK, c'est des erreurs de booking, mais c'est pas ça qui a tué. Pour lui, c'est vraiment quand la AOL, ils ont dit qu'ils ne voulaient Alors, plus de lutte. ouais, forcément, quand ils ont racheté, après, ils ont dit on veut plus de lutte, on perd plus d'argent qu'on en gagne. Mais ça, c'est la sentence. Je rappelle que les deux, là, Hogan et Bischoff, ont retenté après à la TNA et ils sont arrivés pour moi avec les mêmes erreurs qu'ils avaient fait à la C'est WCW. ça, c'est ça. Le, Mais je, Hogan, je- tu parles de Hogan et j'ai hâte de. Ben là, au moment où ce que vous ben, entendez, on a eu Benoît Bornet, là, mais je suis lui, sûr que c'est pour lui, sûr. c'est de la faute à Hogan. Et c'est sûr, mais oui, oui, il y a une grosse. Tu sais, c'est dur de mettre Mais une faute sur une personne. mais tu vois, ce que tu disais, l'anecdote avec Piper, pour moi, c'est aussi une des erreurs. Là, j'avais lu une interview de, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Gregory Helms qui disait quand Bret Hart est arrivé à la WCW, il était avec Conan et ils lui ont montré où était son vestiaire. Donc un vestiaire à part, pareil. Et Bret a dit, c'est quoi ce bordel? On ne change pas avec les autres. Il lui a dit, non, non, toi, tu as ton vestiaire. Et Bret serait allé voir Bischoff, on lui dit, tu fais plus jamais ça. On est une équipe. Ouais. Et là, à ce moment-là, en fait, on comprend que déjà, il y avait des individualités et que on n'avait pas un vestiaire uni et que chacun voulait aussi prendre la lumière pour lui. Et puis, bah, Comme je te dis, il y a peut-être 1 million de. Ben, pas, forcément, j'exagère, mais. c'est une multitude. Par contre, il y a une certitude, c'est quelles sont les stars à partir de 97-98 que la WCW a créé. Bah, il va y avoir un Diamond Dallas Page, un Goldberg. Allez, on peut dire un Booker T Ouais, éventuellement et Big ouais. Papa Pam qui a explosé à ce moment-là. Mais ils n'ont pas su créer de stars. À côté, la WF, imagine,
encore une fois, ils ont perdu tout leur talent, toutes les grosses stars. Et vers la fin, Diesel, Razor Ramon, il restait plus que Charm et Brett était sur le départ. Et on a lancé des Steve Austin, des Ouais, Triple H, des Mankind. Là, on a renouvelé aussi les choses que la WCW n'a pas réussi à faire. ouais, ouais. Écoute, c'est désolant, c'est Oui. intéressant. Et ce qui est dommage pour les fans comme toi, moi et tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'on on vivra jamais une possible guerre de ratings ou, tu sais, All Elite, là, oui, oui, mais on n'est pas dans le même. Bah, j'en profite pour ceux qui font beaucoup de parallèles entre la WCW et All Elite Wrestling avec le nombre de lutteurs et compagnie. Ça, C'est ça, pas ça, comme. ça, c'est une autre affaire, on n'a pas parlé, mais C'est, exactement comment il y avait de lutteurs qui étaient payés et restaient chez eux, c'était fou. oui, et puis bah, l'expression que tu aimes bien, avec un Jeff Jarrett qui était copain de Vince Russo, qu'on nous a poussé dans la gorge au possible, alors que personne n'en voulait. Mais en tout cas, pour revenir sur la AEW, une des raisons aussi pourquoi il y a ce parallèle souvent qui est fait par les fans, je suppose, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il arrive la même chose. C'est Euh, ça, c'est ça, c'est la c'est ça. compétition, c'est bon pour les fans. David, content d'avoir fait cette incursion dans le déclin de la WCW. Merci beaucoup. Et on est déjà bien engendré en 2024. Alors, on va continuer à trouver des sujets qui vont chercher. On l'a vu là, sur certains, il y a eu des commentaires assez épineux, épicés sur certains invités. Mais que veux-tu? C'est le fun que c'est plate si tout le monde a la même idée, puis la même. Si tu veux une discussion, faut pas que tout le monde pense pareil, là, sinon tu n'as pas de discussion, on appelle ça un monologue. Ouais, voilà, c'est comme si on demandait quel est le plus grand lutteur de tous les temps. La réponse est Bret Hart, il y a pas débat. OK, David, continue à te soigner, toi et ta famille, pour vraiment sortir de cette COVID et on se reparle sous peu. Merci, à bientôt. Tout le monde est sur le bout de leur chaise. Les gens sont stationnés leur voiture pour pas avoir d'accident, rien. Quand on parle de Mathieu Lavigne, Lave, tout le monde sur la planète podcast écoute. Comment vas-tu? Ça va bien, Monsieur Blondin? Cool. Merci de Ceux qui sont, l'invitation. ben, merci d'avoir accepté. Ceux qui regardent sur YouTube peuvent apprécier ta tenue de commis chez Zellers. Vous appréciez mon drip, Monsieur Blondin? Oui, j'aime bien ça. Et je t'avoue que je ne suis pas surpris. Fait que, C'est mon premier j'étais. emploi chez Zellers. J'ai travaillé pendant 7 ans comme commis d'entrepôt. Ah oui? Ah, Ouais. de là viennent les gros bras. Ah oui? Ah, bon. Ça doit être. C'est ça, puis la nourriture du temps des fêtes. Hey, mais dans le temps, Zellers, là, la plupart avaient des genres de cafétéria, Ben de oui, le diner, resto. hein? Oh Ouais, ouais, le boy. resto Zellers avec le déjeuner puis le spaghetti à 5 là. Moi, Ça a c'était été. le repas de dinde. OK, pendant le temps des Ouais. fêtes? Non, il me semble que c'était pas mal tout le temps. OK. Ouais, J'étais ouais. peut-être pas né, j'étais pas né à cette Ça époque-là. se peut très, très bien. Tout est en noir et blanc, fait que c'était même pas en rouge. Mathieu, on va se parler du déclin de la World Championship Wrestling. Et écoute, on a eu plein d'invités. Il y a des choses qui sont revenues, mais j'avais hâte de te parler, voir ton point de vue là-dessus. Ouais, moi je pars du postulat que je déteste la WCW. Pour de vrai, j'ai jamais aimé ça. Je reconnais leur importance. Hogan, la NWO, DDP, Booker T, on s'entend, là, ça a créé peut-être le Cruiserweight Division aussi. Je reconnais tout ça. Mais pour chaque affaire intéressante de la WCW, il y en avait 20 qui étaient mal faites, qui étaient irregardables, qui étaient botchées, c'était pas du monde de lutte. Je peux, j'aime pas la. Fait que j'étais un peu sceptique quand tu m'as demandé de parler un peu avec. On dirait que
tout le monde essaye de faire à croire bien fort qu'il aimait la WCW, mais il y a un type de personne qui aimait la WCW à l'époque, c'est les gens qui aiment Hulk Hogan. C'est tout. Ouais. Ou les gens qui avaient un gros chèque US parce qu'ils étaient Ouais. commentateurs francophones. Ou les deux, hein? Ou les deux. Apparemment qu'avec Hulk Hogan, c'est beaucoup plus facile de juste fermer sa gueule, faire partie de la gang, puis recevoir ton chèque, que Peut-être. d'essayer d'aller à contre-système avec lui. Mais tu as parlé des cruiserweight. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup découvert les cruiserweight avec la WCW, les lutteurs masqués, etc. J'ai tripé là-dessus, là. Tu sais, je Ah, trouvais que il les faut. combats. Puis, tu sais, il n'y a, pas de grands lutteurs aujourd'hui que la plupart des lutteurs qui étaient bons à la WCW, qui se donnaient beaucoup plus que ce que le boss demandait à ses clowns, c'est ceux qui sont passés à la WWE. Quand tu penses à ça, les gars comme Booker T, Jericho, Rey Mysterio, n'importe quel gars qui est passé de l'autre côté, c'est des gars qui en donnaient beaucoup trop à la WCW pour ce qu'on avait besoin d'eux à l'époque. C'est Ils pas ont pour donné rien. beaucoup trop. Beaucoup trop. Tu veux Ah, dire que ben, dans le fond, qu'on ne demandait pas assez d'eux. au sens où eux en donnaient plus que ce qu'ils avaient besoin de faire. Mettons, tu Mettons un regardes un Chris vieux. Benoit. Ouais, tu regardes un vieux Monday Nitro, ben, tu vas voir un combat de Chris Benoit qui va durer 4 minutes avant qu'il y ait 48 interventions à la fin du combat. Ça va être un excellent 4 minutes. Mais c'est pas un lutteur de match de 4 minutes. Mais dans un vieux Monday Nitro, c'est Ouais. souvent tout ce que tu pouvais avoir comme temps parce que le reste, ça allait être Kevin Nash qui lit un journal pendant 5 minutes en backstage après. En tout cas, c'est pour C'est ça vrai. que tu m'as demandé de te préparer un top 5 de trucs, selon moi, qui ont fait couler la WCW vers les fausses Marianne où elle mérite absolument d'être. Fait que, j'ai essayé d'y aller avec des choses. Tu sais, on parle souvent de Vince Russo qui devient champion, David Arquette qui devient champion, le booking du Hitman Bret Hart, se débarrasser d'Eric Bischoff. Ça, c'est des trucs, d'après moi, qui sont arrivés quand la WCW avait déjà frappé son iceberg. C'était déjà en train de couler. Il y a quelques membres d'un band qui jouaient courageusement sur le quai des passagers de première classe, mais le bateau en tant que tel était en train de couler, il était trop tard. Fait que j'ai essayé d'y aller avec des trucs un peu avant qui annonçaient d'avance que ça allait pas fonctionner jamais, 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 puis c'était écrit gros dans le ciel. J'ai hâte d'entendre ça, mon cher. Ceci étant dit, je n'écoutais pas la WCW à l'époque. Donc, tout ça est un peu à rebours. Tu as Avec découvert peut-être. ça par la suite. Ouais, directement par la suite. Moi, j'étais un gars de WWF à l'époque. Je pense que j'ai fait le bon choix, mais encore là, des amoureux de la WCW sont probablement en train de sacrer en m'entendant en ce moment. Donc, numéro 5, je vais y aller avec la fin du streak de Goldberg, qui était rendu à 173 victoires et 0 défaites. Je suis d'accord, le streak de Goldberg devait être battu à un moment donné. Un peu comme celui de l'Undertaker, mais peut-être plus celui de Goldberg. Mais quand on y pense, qui a battu le streak de Goldberg? C'était à Starrcade en 98. Et Goldberg venait de gagner la ceinture des mains de Hulk Hogan au Georgia Dome devant peut-être, je crois, 50 000 personnes dans un Monday Nitro live. Kevin Nash se fait mettre Booker de la WCW. Est-ce que ça a rapport ou pas? Qui sait? Fait que dans la grosse finale de Starrcade, on retrouve Goldberg contre Kevin Nash. Il se passe 48 interventions et demie pendant le match pour finalement se terminer avec je pense en français, on appelle ça un cattle prod. C'est un aiguillon à électrode pour le bétail. En tout cas, Goldberg se fait électrocuter. Reçoit un powerbomb de Kevin Nash. C'est terminé. Kevin Nash, c'est le nouveau champion. On penserait que Kevin Nash va commencer une nouvelle ère avec le NWO Wolfpack. On pense que c'est le début de quelque chose. Il battra quand même pas le streak de Goldberg pour rien. 8 jours plus tard, en étant Monday Nitro, Goldberg se fait donner son rematch au Georgia Dome où il a battu Hulk Hogan pour le championnat. Il se fait arrêter en plein milieu du show
pour avoir stalké Miss Elizabeth. Ben oui, ben oui. Ah oui, à la police. Arrive Hogan. Hogan rentre dans le ring. Finger poke of doom. Kevin Nash redonne la ceinture à Hogan au Georgia Dome avec Goldberg arrêté par la police. 8 jours après la fin du streak de Goldberg. Ça a donné rien à personne. Personne n'a gagné. Personne n'a bien paru. Tout ça pour repartir la NWO. En plus, c'est le soir où Tony Schiavone il a annoncé que Mankind gagnait la ceinture à Monday Night Raw contre The Rock. Donc, il y a 600 000 chanceux qui ont changé de poste. Les autres ont été obligés de se taper Hogan contre Kevin Nash pour aucune bonne raison. Pour vrai, je comprends qu'il y ait des swerves, des surprises, mais la WCW faisait juste des swerves tout le temps pour rien. J'essaie d'imaginer que je me suis investi pendant 6 mois dans cette histoire-là pour me faire donner ça. J'ai pas envie de retourner voir la WCW après ce moment-là. Mais là, tu es déjà rendu juste au numéro 5. Ah, je sais. Numéro 4. Celui-là, je le prends avec des pincettes parce que je sais pas jusqu'à quel point il est vrai, mais j'aimerais ça qu'il soit vrai autant que j'ai lu puis que j'ai entendu qu'il était vrai. Nancy Benoit, la femme de Chris Benoit, Oui. à l'époque, était apparemment avec Kevin Sullivan. Oui, c'était l'épouse de Sullivan. Ouais, Elle s'appelait Woman. Bon, parfait, OK. Donc, il y a eu une histoire entre Kevin Sullivan et Chris Benoit où Chris Benoit commençait à fréquenter un peu la femme de Kevin Sullivan, puis dans le storyline, on voulait que Chris Benoit se fasse voir en public avec Nancy Benoit, Nancy Sullivan, j'imagine, Woman. Au point où l'histoire est devenue réalité, les deux ont commencé à se fréquenter pour vrai et Nancy aurait laissé Kevin Sullivan pour Chris Benoit. Oui. Kevin Sullivan devient head booker à la WCW à ce moment-là. L'environnement de travail devient un peu awkward entre Chris Benoit, Woman, puis Kevin Sullivan. Est-ce qu'on s'imagine? Pour ne pas dire toxique. Ce qui aurait poussé Chris Benoit, qui aurait été le dernier clou dans le cercueil pour que Chris Benoit passe à la WWF, amenant avec lui Perry Saturn, Eddie Guerrero et Dean Malenko. Je sais pas pour toi, mais quand je pense à la colonne vertébrale de ce qui faisait que la WCW pouvait être intéressante à regarder, je pense à Chris Benoit, je pense à Eddie Guerrero, je pense à Chris Jericho, je pense à tous ces gars-là qui sont passés à la WWF à ce moment-là. Je sais pas à quel point est à 100% vrai cette histoire-là, mais en même temps, ça fait comme 13 ans que je me tiens dans le milieu de la lutte. Il n'y a rien qui m'étonnerait moins que cette histoire-là. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. C'est horrible. Tu sais, quand on parle d'effets papillons ou de petites affaires qui mènent à des grosses affaires, je pense que le storyline de Nancy Benoit, c'est incroyable. Et bon, on pense aussi au futur par après, mais bon, pas obligé d'en parler non plus, mais c'est fou les conséquences d'un seul storyline sur le futur de la lutte par après. Exact. Numéro 3, mon lave. Numéro 3, la fin de Sting contre Hogan à Starrcade 97. Ah, ok, oui. Ça, c'est un match que j'ai vu à peu près 5 ou 6 fois. Puis à chaque fois, je suis de plus en plus surpris de ce que je vois. On a 1 an de storyline qui se conclut à leur WrestleMania, leur plus gros show devant une foule monstre. Le booking du combat, c'est que Hogan gagne avec un pin très rapide de Nick Patrick. Bret Hart sort après les 48 autres 1000 interventions de n'importe quel match de la WCW. Demande qu'il y ait un rematch immédiat parce que Sting s'est fait screwer. Fait qu'on a réussi à avoir un peu de heat de la foule, un peu de faux espoir, alors que c'est écrit dans le ciel que Sting doit gagner cette ceinture-là contre Hogan. Sauf que le problème, c'est que Hogan a son contrôle créatif à l'époque. Exact. Je sais pas si c'est lui qui a demandé ça. C'est juste me poser la question, c'est probablement un signe que oui, mais jusqu'à quel point on a demandé à Nick Patrick de ne pas faire son compte rapide pour, à la place, faire un compte normal pour faire paraître mal tout le monde, sauf Hogan. Fait qu'au final, Bret sort après un compte super legit où Sting n'a pas kické out pour dire on refait le match. Mais pourquoi? Le match
fini, il y a eu un finish, tout est normal. Brett sort, c'est lui qui a l'air d'un imbécile. Sting a l'air d'un imbécile. Puis finalement, Sting gagne le combat, se fait lever sur les épaules à tout le monde. Hogan s'en va bredouille au vestiaire, mais à quel prix? Sting n'a rien gagné. Brett n'a rien gagné. La WCW n'a rien gagné de leur main event, de leur plus gros show qui avait 1 an de build-up en arrière. C'est irréel. Comment on peut prendre quelque chose d'aussi simple et vomir. Numéro 2. Numéro 2. La lutte, c'est une business. La télévision, c'est une business. Hein. Ce qu'on vend, c'est... On vend pas de la lutte à des amateurs de lutte. On vend de l'attention à des annonceurs. Donc, on leur promet un certain nombre de têtes qui vont regarder les publicités en échange de... On va les distraire entre les publicités. La lutte sert à ça. La télévision sert à ça. Un des gros clous dans le cercueil de la WCW, c'est le merger, l'association entre Turner Broadcasting et Time Warner AOL en 1996. Ça n'a pas paru sur le coup, mais comme n'importe quelle corporation qui achète une plus petite sous-division, on laisse runner la machine, on check où on peut couper après. Fait qu'entre 96 et 98, on ne l'a pas vu aller. Mais en 98-99, le merger a décidé toutes sortes d'affaires pour la WCW, complètement sans l'accord des lutteurs ou de Eric Bischoff. Puis au point où Eric Bischoff, quand il est arrivé pour parler à Ted Turner des changements, qui n'était pas d'accord, il s'est fait couper son budget en 2. On lui a dit de rendre son show familial. Ironiquement, qui est la chose que la WWF faisait mal et que la WCW a forcé pour que la lutte devienne plus adulte. On lui a dit, ouais, mais nous, on veut recommencer à vendre à des familles puis à des enfants la lutte pour les annonceurs. T'as pas le choix, tu dois faire avec. Mais apparemment, qu'en sortant de ce meeting-là, à l'été 98, Eric Bischoff aurait dit à sa femme, c'est terminé. Le party est fini, la WCW est morte, la mort lente commence à ce moment-là. Fait que, encore là, on peut pas y faire grand-chose. Si demain, à la WWE, un des gros vendeurs d'annonces pendant Raw dit on s'adresse juste aux enfants de 6 ans, la lutte va changer du jour au lendemain. Les fans n'ont rien à y voir, les codes d'écoute n'ont rien à y voir. C'est une business. C'est comme ça. Et en plus, il ne voulait pas. Il n'en voulait plus de lutte. Il n'en voulait plus. Oui, exact. Ted Turner était le seul qui voulait encore de la lutte. Quand ils l'ont tassé, c'était fini. Exactement. Apparemment qu'il y avait quoi à ce moment-là? 2 ou 3% des parts de décision dans la nouvelle, le nouveau conglomérat médiatique que ça a donné. C'était la fin. Même si tu fais du profit, même si ça ne change rien. Les exécutifs ont décidé que c'était terminé, c'était terminé. Et le numéro 1, Uno. Le numéro 1, c'est ce qui fait que moi, le jour 1 que j'ai écouté la WCW, c'était terminé. C'est la qualité de la lutte. On en a discuté un petit peu vite tantôt. As-tu déjà vu? Ben oui, t'as annoncé en français. C'est de la merde, la WCW, la lutte. Les gars sont gros, les gars sont maganés, les gars sont blessés, les gars ne savent pas lutter, le ring est petit. Ça n'a aucun sens. Tous les matchs se finissent avec des interventions. T'as beau vendre les storylines que tu veux, les effets spéciaux, les arénas, les jouets, n'importe quoi, on est des fans de lutte. Si on voulait écouter Dallas ou si on voulait écouter n'importe quelle série télé pour les histoires, on aurait écouté ça à l'époque. On écoutait la lutte. On voulait voir de la lutte. La WWE avait des bons lutteurs, même s'il y avait aussi les meilleures storylines. Au moins, ils avaient de la bonne lutte pour le backer. T'as beau avoir des bons storylines. T'as-tu déjà vu un bon match de Scott Hall à la WCW? Jamais. As-tu déjà vu un bon match de Lex Luger? As-tu déjà vu un bon match de Bagwell, de The Wall, de Mongo McMichael, de Disco Inferno, David Flair, le démon Vampiro? C'était de la vidange, la WCW. N'importe qui aime la lutte ne peut pas embarquer dans ce produit-là aujourd'hui. Moi, je l'écoute de la même façon que j'écoute un mauvais film aujourd'hui. J'écoute ça comme un navet. C'est horrible. Mais pourquoi qu'ils ont... Est-ce que c'est parce que la WWF était encore plus pourrie que Bischoff les a battus pendant 83 semaines? C'est une bonne question. Je comprends que le contenu
de ce que je comprends, le contenu était plus edgy. Tout ce qu'on voulait voir comme fan de lutte, on avait grandi avec la Hulkamania, fait que veut pas, le produit vieillissait avec nous autres. Mm. Fait que le produit devait évoluer avec nos mentalités. Fait que ça, c'est normal, le contenu est devenu plus edgy, mais quand est-ce qu'on a décidé comme fan? Ben, je parle comme si les combats avant étaient meilleurs, mais qu'est-ce qu'on avait avant? On avait 4 pay-per-view annuels de WWE, puis le reste du temps, c'était Macho Man qui affronte le One Man Gang ou Butch Reed contre Hogan qui dure 4 minutes. Fait que, je sais pas, peut-être que c'est juste la lutte qui est devenue meilleure avec les années, mais peut-être que c'est juste la lutte qui est devenue meilleure avec les années. Plus ça s'est affiné comme forme d'expression artistique ou de façon de raconter des histoires. Mais la lutte à la WCW, c'est pourri. Les combats durent 3 minutes, c'est overbooked. Il y a des interventions qui n'ont pas de sens, il y a des swerves qui n'ont pas de sens. Les ceintures changent de main aux 2 semaines. C'est impossible de regarder la WCW et de rester accroché, à part si tu le regardes comme un accident de train qui arrive très, très, très lentement. Ouais. Je m'excuse Je m'excuse aux puristes de la WCW, mais nommez-moi un bon match de Scott Hall, nommez-moi un bon match de Hulk Hogan à la WCW. C'est sûr. Les gars qui se forçaient trop sont passés à la WWE ensuite. Ouais. Non, écoute, c'est sûr que quand tu es dedans, tu le vois pas. Quand tu te retires, tu le vois plus. Mais c'est tous tes points sont très bons. Sont très bons. Mais c'est vrai que avec recul, parce que je sais pas, tu sais, quand tu regardes Raw, la AEW à chaque semaine, il y a probablement quelques combats que tu enlèverais de la semaine. C'est tout à fait normal. Mais sur un Nitro de 3 heures, je sais pas si je regarderais 20 minutes. Ouais. Hogan contre le Dungeon of Doom au complet en 8 contre 2 dans une cage, c'est irregardable. Hogan contre le Warrior, Sid contre le géant Gonzalez, les matchs de Mongo McMichael, les matchs de Brian Adams puis Brian Clark en Chronic, c'est terrible. En tout cas, chose certaine, la WCW en essayait des affaires. Y a-t-il quelque chose qu'ils n'ont pas essayé? Hein? Mais Seigneur qu'ils l'ont essayé, hein? Au moins, on sait ce que ça fait maintenant de mettre un leather jacket on a pole ou Judy Bagwell sur un forklift. Exact. Mais on se rappelle de ces moments-là, peut-être avec un peu d'ironie, mais il fallait s'en taper de la marde pour arriver à quelque chose qui était agréable comme ça à regarder. Puis encore là, agréable avec un certain recul. Ouais. Eh boy, c'est un épisode qui était dur à entendre, parce que c'est sûr, il y a tellement de merde, comme tu dis, que c'est un peu comprenable que ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce que tous tes invités à date, j'ai pas encore écouté le reste du podcast, bien entendu, est-ce que tout le monde est pas mal unilatéral là-dessus sur le fait que c'est de la vidange ou? Oui, ben, il y a eu tellement d'erreurs, tellement de choses qui ont amené au déclin. Comme tu as parlé au début, à un moment donné, là, comme Bertrand nous a dit, quand ça se met, quand la balle de neige roule en bas de la montagne, ça devient plus grosse. Essaye pas de l'arrêter, là, regarde, c'est ça. Elle va frapper l'arbre, ça va exploser, puis c'est arrivé. Monsieur Lavigne, un énorme merci. Au plaisir. Là, on manque de temps, alors on ne finira pas ton top 5 sur les costumes. La prochaine fois. Attention à toi, et puis on se redonne des nouvelles. Merci beaucoup. Et félicitations pour vos commentaires à Las Vegas. Je ne reviens toujours pas de ce qui est arrivé en finale. Spécial, hein? Très spécial. Très spécial. Salut! À la prochaine. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé? Ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. On est de retour et c'est place au segment Multiverse présenté par ton ami et ma connaissance, Maxime Bacon.
Je connais son numéro, du moins les 3 premiers chiffres, le 5, 1, 4. Oh, 260-9415, le T'étais proche. 514-260-9415. Et Max Bacon, on a passé une soirée extraordinaire. Il y a quelques jeudis, je l'ai amené avec moi au Centre Bell, dans la zone Desjardins, parce que lui, il ne refuse pas les invitations d'NSMGF, comme un certain co-animateur du Ah CIM. ben, toi, tu m'invites pour aller voir la Harley League au lieu de m'inviter pour voir les Canadiens quand même. Ouais. Mais toi, tu y vas avec ton ami Farouk, qu'on salue sûrement à l'écoute. Je suis allé une fois. Une fois, mais écoute, je te réinviterai, Marc, mais tout ça pour dire que j'ai eu une belle soirée avec Max. Max, il est là pour nous autres. Puis, tu sais, des fois, je lui dis, Max, est-ce que c'est bon pour ta business de nous aider? Il dit, oui, c'est bon, mais il dit, je vous aide parce que je vous aime. Donc, Wow. c'est le fun de parler de lui, puis c'est le fun de le mettre over parce qu'il est très, très bon pour nous. Puis comme je le dis souvent, tu sais, c'est bien beau plugger un commanditaire, mais c'est à un moment donné, tu as besoin de vendre ou d'acheter. Pense donc à ceux qui nous aident. Tu sais, nous autres, on ne vous charge rien pour faire ça. On n'est pas payé. Puis on vous divertit semaine après semaine. Fait que ça serait le fun d'en redonner. S'il y en a un dans la gang qui fait affaire avec Max, comme tes beaux-parents, ben, il est content. Exactement, exactement. Donc, et si, dans ce déclin de la WCW, tu irais avec quoi, toi? Si ça s'était pas arrivé, peut-être que la WCW serait encore en business. Écoute, moi, c'est vraiment le Finger Poke of Doom qui est arrivé le 4 janvier 1999 au Georgia Dome à Atlanta. C'est notre ami Goldberg qui avait perdu son streak contre Kevin Nash. Et pour ce Nitro-là, on avait buildé le match Hogan qui était de retour contre Kevin Nash. Et à ce moment-là, dans la soirée... C'était pas Goldberg qui avait été emprisonné? Oui, exactement. C'était sous de fausses accusations de Miss Elizabeth. Exactement. Il était interrogé par la police. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Kevin Nash est arrivé au ring, puis Hogan est arrivé au ring, puis ils ont tourné en rond comme des nonos, puis Hogan a juste fait un poke avec un doigt sur le torse de Kevin Nash qui s'est laissé tomber sur le dos pour le compte d'1, 2, 3. Donc, c'était une grosse mise en scène. C'était une façon de remettre la NWO à l'avant-plan. Mais là, c'était rendu du réchauffé parce que Kevin Nash avait battu Goldberg pour le streak. Puis ensuite, de se débarrasser de la ceinture comme ça faisait aucun sens. Non, puis ils ont eu, écoute, on n'arrête pas de le dire, là, il y en a eu des centaines de gaffes qui ont été faites. Écoute, la mienne, à date, je pense, de 1994, quelque chose du genre, c'est quand ils ont engagé Hulk Hogan. Okay. Sont allés chercher Hulk Hogan avant les grosses années où ils ont battu la WWF. D'après moi, et si ils auraient réussi à signer Hulk Hogan, mais que Hogan n'aurait pas eu le 100% creative control, son contrôle créatif des idées. Est-ce qu'il aurait signé? On ne le sait pas. Mais si il n'était plus à WWF, on le sait par sa filmographie que ça n'a pas été tout des succès. Il n'y a pas eu grand succès au box-office. Fait que peut-être qu'il aurait signé, mais sans qu'on lui donne ce contrôle les yeux fermés, ce qui a fait que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la business, mais Starrcade, ils ont buildé lui et Sting pendant 1 an. C'est le plus beau build-up que j'ai vu, moi, dans ma vie. 1 an de temps, Sting qui était devenu le Crow Sting. Ouais. Tranquillement, ils l'ont buildé chaque semaine. Ça a pris 1 an pour se rendre à Starrcade, puis ça a fini comme un pétard mouillé parce que c'était un compte rapide. Puis ce soir, je pense que c'est ce soir-là, c'est la seule fois, je pense, j'ai entendu Bischoff le dire en entrevue, c'est le seul soir, je pense, qu'il a utilisé son creative control et ça a tout bousillé, tout le build-up qu'il avait fait. Ouais, pas sûr que c'est la seule fois qu'il l'a. Écoute, Bischoff le dit en entrevue souvent que. Moi, j'ai entendu tellement de fois. Puis, j'en parle, je l'ai parlé avec les autres. Bischoff et Hogan, c'était comme les 2 doigts de la main. C'était comme toi et Max Bacon. Comme moi avec Maltais. C'est sûr que. C'est parti, mon kiki!
Oui! Fait que c'est ça. Écoute, c'est dommage parce que on en a parlé aussi avec d'autres, les invités. All Elite, là, c'est pas dans le même, pas dans le même bracket, là, tu sais. Non, pas encore. Parce que Non, All Elite, la force d'All Elite, c'est qu'ils ont 3 émissions à la télévision. Le problème, c'est qu'avant, quand il y avait un programme, c'était toujours un happening. C'était toujours un pay-per-view, le Dynamite du mercredi. Ouais. Puis moi, j'étais allé à Montréal le voir et tu n'y étais pas parce que tu es tombé en bas d'un escabeau de 3 marches. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'était dilué. Il manquait des talents parce qu'on dilue quand on a trop d'heures de lutte. Peut-être WCW, c'était ça leur erreur. Nitro, c'était edgy. On ne savait pas ce qui allait arriver. Ils ont rajouté Thunder. Tu sais, quand tu en rajoutes trop, des fois, tu as trop d'heures de télévision de lutte. Ouais, mais c'est pas lui. C'est pas WCW qui l'ont rajouté. C'est Time Warner, AOL qui l'ont exigé. Puis ils n'ont même pas voulu payer pour. Tu sais. Lui, ce qu'il dit, Bishop, parce que je l'ai réécouté récemment, ce qu'il dit, c'est oui, les erreurs ont été faites, mais à un moment donné, il était brûlé, il était écœuré. Ouais. Il n'y avait plus tu trouves plus les réponses. Fait que c'est là qu'ils l'ont envoyé. Rousseau est arrivé, mais il l'a même dit, il déteste Rousseau, mais il l'a dit, même lui ne pouvait pas sauver, il était trop tard. Fait que. Puis l'histoire de Rousseau est trop flyé. Le problème, c'est qu'à WWF, Rousseau présentait plein d'histoires farfelues. Vince McMahon, c'est le dernier gars qui disait oui ou non. Ouais. Quand Rousseau est arrivé à WCW, il y avait carte blanche, puis c'est là qu'il a complètement perdu la tête. Il s'est même donné la ceinture. Le déclin était déjà commencé. Il a déjà commencé, c'est sûr. Il avait la main dans le tordeur. Tu sais, quand tu t'enfarges là, dans une montagne puis tu déboules, là. Quand tu tombes en bas d'un escabeau, là, c'est bien beau de vouloir te rattraper, mais tu tombes. Pas mal plus que ça, je te dirais. Mais en tout cas, c'est dommage parce que nous autres, on serait peut-être encore là, puis on ferait peut-être encore beaucoup d'argent. Mais toi et Michel, chose qui est arrivé. Il y a d'autres choses qui est arrivé par la suite. C'est ça. Fait que, écoute, c'était le multiverse de cette semaine. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé, ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Marc, quelle émission intéressante et très, 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 très chargée cette semaine parce que WCW, ça soulève les passions qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ouais. Tout le monde a son opinion là-dessus, puis ça a été fort intéressant. On remercie la personne qui t'a suggéré ce sujet-là. Ouais. Qui te l'a suggéré déjà? Roger Tremblay. Mais Roger Tremblay, on le salue, sûrement à l'écoute. Ben oui, c'est sûr qu'il est à l'écoute. Et je voulais dire en terminant, sûrement que David va mettre une image, mais ça a très bien été au mois de décembre, la vente de mes livres, La grande histoire de ma petite vie. Oui. Soyez-y, mesdames, messieurs, à 20 $ avec les cartes et la lanière. Et ça se poursuit. Alors, ceux qui veulent, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous dédicacer et de vous poster un livre. Et la semaine prochaine, bien là, ça va être le fun parce qu'on va pouvoir vous conter un peu le côté de notre soirée Hard to Kill. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, puis en espérant que vous avez été à l'écoute et autant à l'écoute visuellement. Et on va aussi vous compter, moi je vais en avoir plus à compter parce que je passe plus de jours là que toi, mais on va compter ce qu'on a fait ensemble, puis on va pouvoir commenter notre voyage. Moi, je pense que ce qui va être bon, c'est samedi soir après le show quand on va sortir, dimanche toute la journée quand on va se promener. C'est ces moments-là, je pense que les gens apprécient. Et je vais prendre plusieurs photos comme d'habitude et on va toutes les publier sur la page Facebook. Soyez-y, mesdames et messieurs. Alors, je vous invite à aller joindre le groupe. Donc, l'épisode 149 la semaine prochaine sera un retour sur notre voyage Hard to Kill à Vegas. Et de quelle façon, Marc, on invite les gens à revenir la semaine prochaine écouter notre résumé du voyage Hard to Kill à Las Vegas? En disant, soyez-y, mesdames, messieurs.